Chapitre 2. Les Gaulois hors de la Gaule. Environ 300 ans avant Jésus-Christ, de nombreuses bandes de Gaulois passèrent les Alpes et pénétrèrent jusqu'au centre de l'Étrurie, aujourd'hui la Toscane. Les Étrusques, alors en guerre avec Rome, leur proposèrent de s'enrôler à leur service, tout armés, tout équipés, comme ils étaient venus moyennant une solde. « Si vous avez besoin de nos bras contre vos ennemis les Romains, répondirent les Gaulois, les voilà, mais à une condition, donnez-nous des terres. » Un siècle après, d'autres bandes gauloises, descendues pareillement en Italie, avaient commencé à bâtir des maisons et à labourer des champs le long de la mer Adriatique sur le territoire où fut depuis la ville d'Aquilée. Le Sénat romain donna ordre qu'on s'opposât à leur établissement et qu'on les sommât de livrer leurs instruments de labour, même leurs armes. Hors d'état de résister, les Gaulois envoyèrent à Rome des députés. Introduits dans le Sénat, une trop grande multitude dont la Gaule, dirent-ils, le manque de terre et la disette nous ont forcés de passer les Alpes pour chercher un séjour. Nous avons vu des lieux incultes et inhabités. Nous nous y sommes établis sans faire tort à personne. Nous ne demandons que des terres. Nous vivrons en paix sous les lois de la République. Encore un siècle plus tard, ou à peu près, des Kimri gaulois, mêlés à des Teutons ou Germains, disaient aussi au Sénat romain « Donnez-nous un peu de terre pour solde, et servez-vous comme il vous plaira de nos bras et de nos armes. » Le manque de place et de moyens de subsistance, telle est en effet la principale cause qui, à toutes les époques, a poussé les peuples barbares, et en particulier les Gaulois, hors de leur patrie. Il faut un espace immense à des hordes oisives, qui vivent surtout des produits de leur chasse et de leurs troupeaux, et quand les forêts ou les pâturages ne suffisent plus aux familles devenues trop nombreuses, un essaim sort de la ruche et va chercher à vivre ailleurs. Les Gaulois ont émigré en tous sens, pour aller chercher, comme ils disaient, des vivres et des terres. Ils ont marché du nord au sud, de l'ouest à l'est. Ils ont passé tantôt le Rhin, tantôt les Alpes, tantôt les Pyrénées. Plus de 15 siècles avant Jésus-Christ, ils s'étaient déjà précipités en Espagne, sans doute après bien des combats avec les Ibères, établis entre les Pyrénées et la Garonne. Ils pénétrèrent au nord-ouest jusqu'à la pointe septentrionale de la péninsule, dans la province qui reçut d'eux et porte encore le nom de Galice. Au sud-ouest, jusqu'à la pointe méridionale, entre le fleuve Anas, aujourd'hui la Guadiana, et l'océan, où ils fondèrent une petite Celtique. Au centre enfin et vers le sud de la Castille à l'Andalousie, où l'amalgame des deux races amena à la création d'un nouveau peuple qui prit place dans l'histoire sous le nom de Celtibères. Et 12 siècles après ces événements, vers l'an 220 avant Jésus-Christ, on retrouve la peuplade gauloise qui s'était fixée dans le sud du Portugal, défendant avec énergie son indépendance contre les colonies carthaginoises voisines. Indortès, son chef, vaincu et pris, fut battu de verge et mis en croix à la vue de son armée, après avoir eu les yeux arrachés par ordre d'Hamilcar Barcas, général carthaginois. Mais un esclave gaulois se chargea de le venger, en assassinant quelques années après, dans une partie de chasse, Hasdrubal, gendre d'Hamilcar, qui lui avait succédé dans le commandement. L'esclave aussi fut mis à la torture, mais indomptable dans sa haine, il expira en insultant aux Africains. Peu après l'invasion gauloise en Espagne, et peut-être en vertu du même mouvement dans la première moitié du XIVe siècle avant Jésus-Christ, une autre grande horde de Gaulois, qui s'appelait les Amara, Ambra, Ambrons, c'est-à-dire les vaillants, passa les Alpes, occupa l'Italie septentrionale, descendit même jusqu'au bord du Tibre et fit prendre le nom d'Ambrie ou Ombrie à la contrée où elle fonda sa domination. S'il fallait en croire les anciens récits, cette domination aurait été glorieuse et florissante car l'Ombrie comptait, dit-on, 358 villes. Mais le mensonge, dit un proverbe d'Orient, s'assoit auprès du berceau des peuples. À une époque bien postérieure, dans le second siècle avant Jésus-Christ, 15 villes de la Ligurie contenaient en tout, nous apprend l'historien romain Tite Live,
20 000 âmes de population. Vous voyez par là, mes enfants, ce que devaient être, même en admettant leur existence, les 358 villes de l'Ombrie. Quoi qu'il en soit, au bout de 2 ou 3 siècles, cette colonie gauloise tomba sous la force supérieure des Étrusques, autres envahisseurs venus de l'Europe orientale, peut-être du nord de la Grèce, et qui fondèrent en Italie un grand empire. Les Ombres ou Ambrons furent expulsés ou subjugués. Cependant, quelques-unes de leurs peuplades, gardant leur nom et leurs mœurs, restèrent dans les montagnes de la Haute-Italie, où de nouvelles et plus célèbres invasions gauloises devaient les retrouver plus tard. Celles dont je viens de vous parler, mes enfants, sont si anciennes et si obscures qu'on marque leur place dans l'histoire sans pouvoir dire comment elles l'ont remplie. C'est seulement avec le VIe siècle avant notre ère que commencèrent les expéditions vraiment historiques des Gaulois hors de la Gaule, celles dont on peut suivre le cours et apprécier les effets. Vers l'an 587 avant Jésus-Christ, presque au moment où les Phocéens venaient de fonder Marseille, 2 grandes hordes gauloises s'ébranlèrent à la fois et passèrent l'une le Rhin, l'autre les Alpes, se dirigeant l'une en Germanie, l'autre en Italie. Les premiers suivirent le cours du Danube et s'établirent en Illyrie, sur la rive droite de ce fleuve. Je dis trop en disant qu'ils s'y établirent. La plupart d'entre eux continuèrent d'errer et de guerroyer, tantôt s'amalgamant avec les peuplades qu'ils rencontraient, tantôt les chassant ou les exterminant, et sans cesse poussés eux-mêmes par de nouvelles bandes venues aussi de la Gaule. Ainsi, marchant et se répandant de l'ouest à l'est, laissant là et là sur leur route le long des fleuves et dans les vallées des Alpes des tribus qui se fixaient et commençaient des peuples, les Gaulois étaient arrivés vers l'an 540 avant Jésus-Christ sur les confins de la Macédoine, au moment où Alexandre, fils de Philippe, déjà célèbre, se portait sur le même point pour réprimer les ravages des tribus voisines, peut-être des Gaulois eux-mêmes. Soit curiosité, soit désir d'entrer en relation avec Alexandre, quelques Gaulois se rendirent dans son camp. Il les traita bien, les fit asseoir à sa table, prit plaisir à étaler devant eux sa magnificence, et tout en buvant, « Quelle est la chose que vous craignez le plus ?» leur fit-il demander par son interprète. « Rien, » répondit les Gaulois, « si ce n'est que le ciel tombe sur nous. Mais nous estimons par-dessus tout l'amitié d'un homme comme toi. » « Les Celtes sont fiers, dit Alexandre à ses Macédoniens, et il leur promit son amitié. Alexandre mort, les Gaulois entrèrent par bandes soldées en Europe et en Asie au service de ces généraux devenus rois. Toujours avides, féroces et emportés, ils étaient presque aussi dangereux comme auxiliaires que comme voisins. Antigone, roi de Macédoine, devait donner à la bande qu'il avait enrôlée une pièce d'or par tête. Ils amenèrent leurs femmes et leurs enfants, et, la campagne finie, ils réclamèrent la solde pour leur suite comme pour eux-mêmes. « Une pièce d'or nous a été promise par tête de Gaulois, disait-il. Ceux-là aussi sont des Gaulois. » Bientôt, ils se lassèrent de guerroyer pour le compte d'autrui. Leur puissance s'était accrue. Des hordes nouvelles et nombreuses leur arrivèrent vers l'an 281 avant Jésus-Christ. Ils avaient devant eux la Thrace, la Macédoine, la Thessalie, la Grèce, riches, déchirés et affaiblis par les discordes civiles. Ils y entrèrent par plusieurs points, dévastant, pillant, chargeant le butin sur leurs chariots et faisant de leurs prisonniers 2 parts. Les uns offerts en sacrifice à leurs dieux, les autres garrottés à des arbres et livrés aux guets et aux matards ou javelots et piques des vainqueurs. Comme tous les barbares, par plaisir et par calcul, à la férocité ils joignaient l'insulte. Leur Brenne, ou chef le plus célèbre que les Latins et les Grecs appellent Brennus, traînait à sa suite des prisonniers macédoniens, petits, chétifs, la tête rasée, et les montrant à côté des guerriers gaulois, grands, robustes, les cheveux longs, parés de chaînes d'or. « Voilà ce que nous sommes, disait-il, et voilà ce que sont nos ennemis. » Ptolémée le Foudre, roi de Macédoine, reçut avec hauteur leur premier message qui lui demandait une rançon de ses États, s'il voulait conserver la paix. « Dites à ceux qui vous envoient, répondit-il aux députés gaulois, qu'ils déposent sur le champ leurs armes et me livrent leur chef.
Je verrai alors à quelle paix il me convient de leur accorder. » Au retour des députés, les Gaulois se mirent à rire. Il verra bientôt si c'était dans notre intérêt ou dans le sien que nous lui proposions la paix. Dans la première bataille, en effet, ni la fameuse phalange macédonienne, ni l'éléphant sur lequel il était monté ne purent sauver le roi Ptolémée. La phalange fut rompue, l'éléphant criblé de javelots, le roi lui-même pris, tué et sa tête promenée au bout d'une pique sur le champ de bataille. La Macédoine était consternée. On s'enfuyait des campagnes, on fermait les portes des villes. Le peuple, dit un historien, maudissait l'imprudence du roi Ptolémée et invoquait les noms de Philippe et d'Alexandre, dieux protecteurs de la patrie. 3 ans après, une autre incursion plus redoutable vint fondre sur la Thessalie et la Grèce. Elle était, selon le dire à coup sûr très exagéré des historiens anciens, forte de plus de 200 000 hommes et commandée par ce Brenne fameux, féroce et moqueur dont je vous parlais tout à l'heure. Il se proposait de frapper un coup qui devait à la fois enrichir les Gaulois et jeter les Grecs dans la stupeur. Il voulait piller le temple de Delphes, le lieu le plus révéré de toute la Grèce, où affluaient depuis des siècles toutes sortes d'offrandes et où sans doute étaient déposés des trésors immenses. Telle était, dans l'opinion du temps, la sainteté de ce lieu que, sur le bruit de ce projet de profanation, plusieurs Grecs essayèrent d'en détourner le Brenne gaulois lui-même, en le frappant de craintes superstitieuses. Mais il leur répondit « Les dieux n'ont aucun besoin de richesses, ce sont eux qui les distribuent aux hommes. » La Grèce entière s'émut. Les nations du Péloponnèse fermèrent l'isthme de Corinthe par une muraille. Hors de l'isthme, les Béotiens, les Phocidiens, les Locriens, les Mégariens, les Étoliens se coalisèrent sous le commandement des Athéniens. Et comme avaient fait leurs ancêtres, il y avait à peine 200 ans, contre Xerxès et les Perses, ils se portèrent en toute hâte au défilé des Thermopyles pour arrêter là les nouveaux barbares. Ils les arrêtèrent en effet plusieurs jours. Et au lieu de 300 héros comme jadis Léonidas et ses Spartiates, 40 Grecs seulement, dit-on, succombèrent dans le premier combat. Parmi eux était un jeune Athénien, Sidias, dont le bouclier fut suspendu dans le temple de Jupiter libérateur à Athènes avec cette inscription. Ce bouclier, consacré à Jupiter, est celui d'un vaillant mortel, de Sidias. Il pleure encore son jeune maître. Pour la première fois, il en chargeait son bras gauche quand le redoutable Mars écrasa les Gaulois. Mais bientôt, comme aussi au temps des Perses, des traîtres guidèrent le Brenne et ses Gaulois à travers les sentiers de la montagne. Les Thermopyles furent tournés. L'armée grecque ne se sauva qu'à l'aide des galères athéniennes, et dès le soir du même jour, les barbares parurent en vue de Delphes. Le Brenne voulait les conduire sur le champ à l'assaut. Il leur montrait, pour les exciter, les statues, les vases, les chars, les monuments de tout genre, chargés d'or, qui ornaient les avenues de la ville et du temple. « C'est de l'or pur, de l'or massif », faisait-il dire et répandre de toutes parts. Mais l'avidité même qu'il provoquait tourna contre son dessein. Les Gaulois se débandèrent pour piller. Il fallut remettre l'assaut au lendemain, la nuit se passant en courses déréglées et en orgies. Les Grecs, au contraire, se préparaient avec ardeur au combat. Leur exaltation était extrême. Ces barbares à demi nus, grossiers, féroces, ignorants, impies, leur faisaient horreur. Ils massacraient et dévastaient stupidement. Ils laissaient leurs morts dans les champs, sans sépulture. Ils engageaient les batailles sans consulter aucun prêtre, aucun devin. C'était à la fois leur bien, leur famille, leur vie, l'honneur de leur patrie et le sanctuaire de leur religion que les Grecs avaient à défendre, et ils pouvaient compter sur la protection des dieux. L'oracle d'Apollon avait répondu « Moi et les Vierges blanches, nous pourvoirons à cette affaire ». Le peuple entourait le temple, les prêtres soutenaient et animaient le peuple. Pendant la nuit, de petits corps d'Étoliens, d'Amphicéens, de Phocidiens arrivèrent successivement. 4000 hommes étaient réunis dans Delphes, lorsque les bandes gauloises, le matin, commencèrent à gravir la pente étroite et raide qui conduisait à la ville. Les Grecs firent pleuvoir d'en haut un déluge de pierres et de traits. Les Gaulois reculèrent, puis revinrent.
Les assiégés se replièrent dans les premières rues de la ville, laissant libre l'avenue du Temple. Les barbares s'y précipitèrent. Déjà, ils pillaient les oratoires d'alentour. Le temps était sombre. Un orage éclata. Le tonnerre, la pluie, la grêle tombaient et retentissaient. Prompts à se saisir de cet incident, les prêtres et les devins sortirent du temple, revêtus de leurs habits sacrés, les cheveux épars, les yeux ardents, annonçant à grands cris la venue du Dieu. « Il est ici! Nous l'avons vu s'élancer à travers la voûte du temple, qui s'est ouverte sous ses pieds. 2 vierges armées l'accompagnent. Elles sont sorties des temples de Diane et de Minerve. Nous les avons vues, nous avons entendu le sifflement de leurs arcs et le bruit de leurs armes. » À ces cris, au fracas de l'orage, les Grecs s'élancent. Les Gaulois s'épouvantent et se précipitent le long de la colline. Les Grecs les poursuivent, les pressent. Le bruit de nouvelles apparitions se répand. 3 héros, Hyperochus, Laodocus, Pyrrhus, fils d'Achille, sont sortis de leur tombeau voisin du temple. Ils frappent les Gaulois de leurs lances. La déroute fut rapide et générale. Les barbares coururent se renfermer dans leur camp. Leur camp fut attaqué le lendemain matin par les Grecs descendus de la ville et par d'autres accourus des campagnes. Le Brenne et les guerriers d'élite qui l'entouraient résistèrent vaillamment, mais vaincus d'avance. Le Brenne fut blessé. Ses compagnons l'emportèrent. L'armée barbare s'enfuit tout le jour. La nuit suivante, saisie d'un nouvel accès de terreur, elle s'enfuit encore. Et 4 jours après avoir passé les Thermopyles, des bandes éparses, formant à peine le tiers de celles qui avaient marché sur Delphes, rejoignirent le corps d'armée qui était resté en arrière, à quelques lieues de cette ville, dont les plaines qu'arrose le Céphise. Le Brenne convoqua ses compagnons. « Tuez tous les blessés, et moi-même, leur dit-il. Brûlez vos chariots. Prenez 6 corps pour roi, et partez en toute hâte. » Puis il demanda du vin, s'enivra, et se poignarda. Sicor fit en effet égorger les blessés, traversa en fuyant et en combattant la Thessalie et la Macédoine, et de retour au lieu d'où ils étaient partis, les Gaulois se dispersèrent. Quelques-uns pour se fixer au pied d'une montagne voisine, sous le commandement d'un chef nommé Batana ou Baetana, c'est-à-dire fils de sanglier, d'autres pour se remettre en marche vers leur patrie, la plupart pour recommencer la même vie de course et d'aventure. Ils en changèrent le théâtre. La Grèce, la Macédoine, la Thrace étaient épuisées par le pillage et se formaient à la résistance. Vers l'an 278 avant Jésus-Christ, les Gaulois traversèrent l'Hellespont et passèrent dans l'Asie mineure, là tantôt à la solde des rois de Bithynie, de Pergame, de Cappadoce, de Syrie, ou des villes libres et commerçantes qui luttaient contre les rois, tantôt guerroyant pour leur propre compte. Ils errèrent plus de 30 ans, divisés en 3 grandes hordes qui se répartissaient entre elles les territoires, les parcouraient en les pillant dans la belle saison, se retranchaient l'hiver dans leurs camps de chariots ou dans quelques places d'armes, vendaient leurs services aux plus offrants, changeaient de patron selon leur intérêt ou leur humeur, et par leur bravoure sauvage faisaient la terreur de ces populations efféminées et le sort de ces petits États. À la fin, princes et peuples se lassèrent. Antiochus, roi de Syrie, attaqua l'une des 3 bandes gauloises, celle des Tectosages, la vainquit et la cantonna dans un district de la Haute-Phrygie. Plus tard, vers l'an 241 avant Jésus-Christ, Eumène, souverain de Pergame, et Attale, son successeur, poussèrent et resserrèrent pareillement les 2 autres bandes. Les Tolisboi et les Trochmes, dans la même région. Les victoires d'Attale sur les Gaulois excitèrent un véritable enthousiasme. On le célébra comme un envoyé de Jupiter. Il prit le titre de roi, que ses prédécesseurs n'avaient pas encore porté. Il fit peindre avec faste ses batailles, et pour triompher à la fois en Europe et en Asie, il envoya l'un de ses tableaux à Athènes, où on le voyait encore 3 siècles après, suspendu au mur de la citadelle. Contraintes de se fixer, les hordes gauloises devinrent un peuple, les Galates, et la contrée qu'elles occupaient s'appela la Galatie. Elles y vécurent environ 50 ans, séparées de la population indigène, grecs et phrygiens, qu'elles tenaient dans une condition presque servile, conservant leurs mœurs guerrières et barbares, reprenant quelquefois leurs habitudes de bandes soldées et redevenant l'appui ou l'effroi des États voisins. Mais
Au commencement du second siècle avant notre ère, les Romains étaient entrés en Asie à la poursuite de leur grand ennemi, Hannibal. Ils venaient de battre près de Magnésie le roi de Syrie, Antiochus. Ils avaient rencontré dans son armée des hommes de haute taille, aux cheveux blonds ou peints en rouge, à demi nus, marchant au combat avec de grands cris et terribles au premier choc. Ils reconnurent les Gaulois et résolurent de les détruire ou de les soumettre. Le consul Manlius en eut la charge et l'honneur. Attaqués dans leur retraite du mont Olympe et du mont Magaba, l'an 189 avant Jésus-Christ, les trois bandes gauloises, après une résistance énergique mais courte, furent vaincues et subjuguées, et perdant dès lors toute importance nationale, elles s'amalgamèrent peu à peu avec les populations asiatiques qui les entouraient. On les voit reparaître encore de temps en temps avec leurs mœurs et leurs passions primitives. Rome les ménageait, Mithridate les eut pour alliés dans sa longue lutte contre les Romains. Il entretenait auprès de lui une garde galate, et lorsque, voulant mourir, il ne put y réussir par le poison, ce fut au chef de cette garde, au Gaulois Bituite, qu'il demanda de le percer de son épée. C'est le dernier fait historique auquel le nom Gaulois se trouve associé en Asie. Néanmoins, l'amalgame des Gaulois de Galatie avec les indigènes demeura toujours très imparfait, car vers la fin du IVe siècle de l'ère chrétienne, ils parlaient non point grec, comme ceux-ci, mais leur langue nationale, celle des Kimri belges, et saint Jérôme atteste qu'elle différait très peu de celle qu'on parlait en Belgique même, dans le pays de Trèves. Les Romains avaient de bonnes raisons, mes enfants, pour porter sur les Gaulois, dès qu'ils les rencontraient, un regard attentif et pour les redouter particulièrement. Au moment où ils se décidèrent à les poursuivre dans les montagnes de l'Asie mineure, ils touchaient à peine au terme d'une lutte acharnée soutenue contre eux depuis 400 ans en Italie même, lutte où il s'agit pour Rome, dit Salluste, non de gloire, mais de la vie. Je vous disais tout à l'heure qu'au commencement du VIe siècle avant notre ère, pendant que sous leur chef Sigovèse, les bandes gauloises dont je viens de vous raconter l'histoire passaient le Rhin et entraient en Germanie, d'autres bandes commandées par Bélovèse traversaient les Alpes et se précipitaient en Italie. De l'an 587 à l'an 521 avant Jésus-Christ, 5 expéditions gauloises, formées de tribus galliques, kimriques et liguriennes, suivirent la même route et envahirent successivement les deux rives du Pô, le fleuve sans fond, comme elle l'appelait. Les Étrusques, qui avaient jadis, vous vous en souvenez, conquis eux-mêmes cette contrée sur un peuple d'origine gauloise, les Ombriens ou Ambrons, ne purent résister à ces nouveaux conquérants, aidés peut-être par les débris de l'ancienne population. Les villes bien bâties, les campagnes défrichées, les ports et les canaux creusés, et presque tous ces travaux de la civilisation étrusque déjà grande, disparurent sous les pas de ces hordes barbares qui ne savaient que détruire et dont l'une donnait à son chef le nom de l'ouragan, Elitorius et Lédov. À peine 5 villes étrusques, Mantoue et Ravenne entre autres, échappèrent au désastre. Les Gaulois fondèrent aussi des villes, Mediolanum, Milan, Brescia, Vérone, Bononia, Bologne, Sena Gallica, Sinigaglia, etc. Mais ce ne furent longtemps que des camps retranchés, des places d'armes où la population ne se renfermait qu'en cas de nécessité. Elle errait habituellement dans les campagnes, dit le plus exact et le plus clairvoyant des historiens anciens, Polybe, dormant sur l'herbe ou sur la paille, ne se nourrissant que de viande, ne s'occupant que de la guerre et d'un peu de culture, et n'estimant comme richesse que les troupeaux et l'or, seul bien qu'on puisse emporter à son gré et à tout événement. Pendant près de 30 ans, les Gaulois parcoururent ainsi non seulement la Haute-Italie, qu'ils occupaient presque seuls, mais toute la côte orientale et jusqu'à la pointe de la péninsule, ne rencontrant le long de la mer Adriatique et dans les riches émolcités de la Grande Grèce, Sybaris, Tarente, Crotone, Locre, aucun ennemi capable de leur résister. Mais l'an 591 avant Jésus-Christ
Se trouvant trop resserré dans son territoire, une forte bande de Gaulois passa l'Apennin et vint demander aux Étrusques de la cité de Clusium de lui céder une partie de leurs terres. Pour toute réponse, Clusium ferma ses portes. Les Gaulois dressèrent leur camp autour de ses murs. Clusium demanda du secours à Rome, avec qui, malgré la rivalité des deux nations étrusques et romaines, elle avait eu naguère de bons rapports. Les Romains promirent d'abord leur médiation auprès des Gaulois, ensuite leur appui, et ainsi furent amenés en face l'un de l'autre ces deux peuples destinés à une lutte de 4 siècles qui ne devait finir que par le complet asservissement de la Gaule. C'est à l'histoire romaine, mes enfants, qu'appartiennent surtout les détails de cette lutte. Ils ne nous ont été transmis que par les historiens de Rome, et c'est aux Romains qu'en définitive est resté le champ de bataille, c'est-à-dire l'Italie. Je ne vous en ferai connaître que la marche générale et les incidents les plus caractéristiques. 4 périodes distinctes se laissent reconnaître dans cette histoire et marquent chacune une phase différente dans le cours des événements et, pour ainsi dire, un acte du drame. Pendant la première période, qui a duré 42 ans, de l'an 391 à l'an 349 avant Jésus-Christ, les Gaulois firent à Rome une guerre offensive et de conquête. Non qu'ils en eussent formé d'abord le dessein. Ils répondirent au contraire lorsque les Romains intervinrent comme médiateurs entre eux et Clusium. Nous ne demandons que des terres, nous en manquons. Les Clusiens en possèdent plus qu'ils n'en cultivent. Les Romains nous sont peu connus, nous les croyons un peuple brave, puisque les Étrusques se sont mis sous leur protection. Restez spectateurs de notre querelle, nous la viderons en votre présence, afin que vous puissiez redire chez vous combien les Gaulois l'emportent en vaillance sur les autres hommes. Mais quand ils se virent repoussés dans leurs prétentions, et traités par les Romains avec un dédain outrageant, les Gaulois laissèrent là le siège de Clusium et se mirent en marche sur Rome, ne s'arrêtant point pour piller et proclamant partout sur la route « Nous allons à Rome, nous ne faisons la guerre qu'aux Romains ». Et lorsqu'ils rencontrèrent l'armée romaine, le 16 juillet de l'an 290 avant Jésus-Christ, au confluent de l'Allia et du Tibre, à une demi-journée de Rome, ils entonnèrent brusquement leur chant de guerre et se précipitèrent sur leurs ennemis. Vous savez, mes enfants, qu'ils gagnèrent la bataille, qu'ils entrèrent dans Rome et n'y trouvèrent que quelques vieillards qui, ne pouvant ou ne voulant pas quitter leur maison, étaient restés assis dans le vestibule, sur leur siège orné d'ivoire, un bâton d'ivoire à la main et parés des insignes des charges publiques qu'ils avaient remplies. Tout le peuple romain avait fui et erré dans les campagnes ou cherchait un refuge chez les peuples voisins. Le Sénat seulement et 1000 guerriers s'étaient renfermés dans le Capitole, citadelle qui dominait la ville. Les Gaulois les y tinrent assiégés pendant 7 mois. Les aventures de ce siège célèbre vous sont connues. Les historiens romains les ont un peu embellis, non qu'ils aient trop bien parlé des Romains eux-mêmes, qui montrèrent dans ce désastre de leur patrie un courage, une persévérance et une espérance admirables. Pontius Cominius, qui traversa le camp gaulois, passa le Tibre à la nage et escala pendant la nuit les rochers du Capitole pour aller porter au Sénat des nouvelles. Manlius, qui le premier et quelques moments seul repoussa du haut des murs de la citadelle les Gaulois près d'y pénétrer, Furius Camillus, banni de Rome l'année précédente et vivant réfugié dans la ville d'Ardée, qui se remit soudain en campagne pour sa patrie, rallia les Romains fugitifs et harcela incessamment les Gaulois. Ce sont là de vrais héros qui ont mérité leur gloire. À Dieu ne plaise que je cherche à les diminuer dans votre estime. Les belles actions sont si belles et souvent leurs auteurs en reçoivent si peu de récompense qu'au moins faut-il tenir pour sacré l'honneur qui s'attache à leur nom. Les historiens romains n'ont fait que justice en célébrant les sauveurs de Rome. Mais la mémoire de ceux-ci n'aurait rien perdu à ce que toute la vérité fût connue, et les prétentions de la vanité nationale n'ont pas droit aux mêmes égards que les services de la vertu. Or, il est certain que Camille ne remporta point sur les Gaulois des succès aussi décisifs et que la délivrance de Rome fut bien moins complète que ne le donnent à croire les récits romains. Le 13 février de l'an 589 avant Jésus-Christ, les Gaulois, il est vrai, vendirent aux Romains leur retraite, et ils essuyèrent en se retirant quelques échecs où ils perdirent une partie de leur butin.
Mais 23 ans après, on les retrouve dans le Latium, parcourant en tous sens la campagne de Rome, sans que les Romains osent sortir de leurs murs pour les combattre. C'est seulement au bout de 5 ans, l'an 361 avant Jésus-Christ, que la ville même, se voyant de nouveau menacée, les légions marchent à la rencontre de l'ennemi. Surpris de cette audace des Romains, dit Polybe, les Gaulois se retirèrent, mais seulement à quelques lieues de Rome, dans les environs de Tibur. Et de là, pendant 12 ans, ils infestèrent le territoire romain, reprenant chaque année la campagne, souvent aux portes de la ville, repoussés, mais jamais plus loin que Tibur et ses collines. Rome faisait cependant de grands efforts. Toute guerre avec les Gaulois était d'avance déclarée tumulte, c'est-à-dire levée en masse des citoyens, sans aucune exemption, même pour les vieillards et les prêtres. Un trésor spécialement consacré aux guerres gauloises était déposé dans le Capitole, et les malédictions religieuses les plus terribles pesaient sur la tête de quiconque oserait y toucher, pour quelque nécessité que ce fût. C'est à cette époque que les traditions romaines placent ces aventures merveilleuses, ces actes héroïques mêlés de fables, qui se rencontrent chez tant de peuples, soit dans leur premier âge, soit dans leurs jours de grand péril. L'an 361 avant Jésus-Christ, Titus Manlius, le fils de celui qui avait sauvé le Capitole de l'attaque nocturne des Gaulois, et 12 ans plus tard, Valerius, jeune tribun militaire, sont, vous vous le rappelez, les 2 héros romains qui vainquirent en combat singulier les 2 géants gaulois qui bravaient Rome avec arrogance. La reconnaissance envers eux fut populaire et de longue durée, car 2 siècles après, l'an 167 avant Jésus-Christ, la tête du Gaulois, tirant la langue, figurait encore à Rome au-dessus d'une boutique de changeurs, sur une enseigne circulaire appelée « à l'écu du Cimri, adscutum Sambricum ». Après 17 ans de séjour dans le Latium, les Gaulois se retirèrent enfin et retournèrent dans leur patrie adoptive, dans ces belles vallées du Pô qui portaient déjà le nom de Gaule cisalpine. Ils commençaient à se dégoûter de la vie errante. Leur population croissait, leurs villes s'étendaient, leurs champs étaient mieux cultivés et leurs mœurs moins barbares. Pendant 50 ans, presque aucune trace d'hostilité ou même de contact ne paraît entre eux et les Romains. Mais au commencement du IIIe siècle avant notre ère, la coalition des Samnites et des Étrusques contre Rome était près d'éclater. Ils pressèrent vivement les Gaulois d'y entrer et les y décidèrent aisément. Alors commença la seconde période de la lutte des 2 peuples. Rome avait repris haleine et grandi bien plus rapidement que ses rivaux. Au lieu de se renfermer comme naguère dans ses murs, elle forma soudain 3 armées, prit l'offensive sur les coalisés et porta la guerre sur leur territoire. Les Étrusques coururent à la défense de leur foyer. Les 2 consuls, Fabius et Decius, attaquèrent aussitôt, au pied de l'Apennin, près du Samtium, aujourd'hui Santina, les Samnites et les Gaulois. La bataille allait commencer. Une biche, poursuivie par un loup descendu des montagnes, passa en fuyant entre les 2 armées. Elle se jeta du côté des Gaulois, qui la tuèrent. Le loup tourna vers les Romains, qui le laissèrent passer. « Camarades !» s'écria un soldat. « La fuite et la mort sont de ce côté où vous voyez étendue par terre la biche de Diane. Le loup appartient à Mars. Il est sans blessure. Il nous rappelle notre père et notre fondateur. Nous vaincrons comme lui. » Cependant, la bataille allait mal pour les Romains. Déjà plusieurs légions fuyaient. Le consul Decius s'efforçait en vain de les rallier. La mémoire de son père frappa sa pensée. C'était la croyance de Rome qu'au milieu d'un combat malheureux, si le général se dévouait aux dieux infernaux, la terreur et la fuite passaient aussitôt dans les rangs ennemis. « Que tardais-je » dit Sédius au grand pontife à qui il avait ordonné de le suivre et de demeurer à côté de lui dans le combat. Il a été donné à notre race de mourir pour conjurer les désastres publics. Il s'arrêta, plaça sous ses pieds un javelot, et, la tête couverte d'un pan de sa robe, le menton appuyé sur sa main droite, il répéta après le pontife ces paroles consacrées. « Janus, Jupiter, Mars, notre Père, Quirinus, Bellone, l'art, Dieu en la puissance de qui nous sommes, nous et nos ennemis, Dieu, Man, je vous adore, je vous prie,
Je vous conjure de donner force et victoire au peuple romain, aux enfants de Quirinus, et d'envoyer le trouble, la terreur et la mort sur les ennemis du peuple romain, des enfants de Quirinus. Et par ces paroles, pour la République des enfants de Quirinus, pour l'armée, pour les légions, pour les alliés du peuple romain, je dévoue au dieu Man et à la terre les légions et les alliés de ses ennemis, et moi-même. » Remontant à cheval, Decius se lança au milieu des Gaulois, où il tomba bientôt percé de coups. Mais les Romains reprirent courage et remportèrent la victoire, car l'héroïsme et la piété, mes enfants, sont puissants sur le cœur des hommes, et au moment où ils les admirent, ils deviennent capables de les imiter. Pendant cette seconde période, Rome fut plus d'une fois en danger. L'an 238 avant Jésus-Christ, les Gaulois détruisirent près d'Arretium, à Réseau, une de ses armées et s'avancèrent jusqu'à la frontière romaine, disant « C'est à Rome que nous marchons. Les Gaulois savent comment on la prend. » 72 ans après, les Gaulois cisalpins jurèrent qu'ils ne quitteraient pas leur baudrier avant d'être montés au Capitole, et y parvinrent jusqu'à 3 journées de Rome. À chaque apparition de ce redoutable ennemi, l'alarme était grande dans la République. Le Sénat levait toutes ses forces, convoquait tous ses alliés. Le peuple demandait que l'on consultât les livres sibyllins, livres sacrés vendus, disait-on, au roi Tarquin l'Ancien, par la Sibylle Amalthée, et qui contenaient le secret des destinées de la République. On les ouvrit, en effet, l'an 228 avant Jésus-Christ, et on y lut avec terreur que 2 fois les Gaulois prendraient possession du sol de Rome. D'après le conseil des prêtres, on creusa dans la ville, au milieu du marché aux bœufs, une grande fosse où 2 Gaulois, un homme et une femme, furent enterrés vivants, car ainsi ils prenaient possession du sol de Rome. L'oracle était satisfait et le malheur détourné. 13 ans après, au moment du désastre de Cannes, la même atrocité eut lieu encore une fois, à la même place et par le même motif. Et par un contraste étrange, en commettant cet acte barbare, qui n'était point d'usage romain, dit Tite-Live, on en ressentait une secrète horreur, car pour apaiser les mânes des victimes, on institua un sacrifice qui se célébrait chaque année sur leur fosse au mois de novembre. Malgré le péril quelquefois pressant, malgré les terreurs populaires, Rome, durant tout le cours de cette période, de l'an 299 à l'an 258 avant Jésus-Christ, conserva sur les Gaulois un ascendant progressif. Elle les écarta toujours de son territoire, dévasta plusieurs fois le leur sur les 2 rives du Pô, appelée l'une Gone Transpadane, l'autre Gaule Cispadane, et gagna la plupart des grandes batailles qu'elle eut à livrer. Enfin, l'an 283 avant Jésus-Christ, le propriétaire Drusus, après avoir ravagé la contrée des Gaulois Sénon, en rapporta des lingots et des bijoux jadis livrés, dit-on, à leurs ancêtres pour acheter leur retraite. On proclama solennellement que la rançon du Capitole était rentrée dans ses murs, et 60 ans après, le consul Marcellus, ayant défait à Clastidium une nombreuse armée de Gaulois et tué de sa main leur général Virdumar, eut l'honneur de consacrer au temple de Jupiter les 3e dépouilles opimes obtenues depuis la fondation de Rome, et de monter au Capitole, portant lui-même l'armure de Virdumar, car il avait fait tailler un grand tronc de chêne, autour duquel il avait ajusté le casque, la tunique et la cuirasse du roi barbare. La guerre n'était pas la seule arme de Rome contre ses ennemis. Outre l'habileté de ses généraux et la discipline de ses légions, elle avait la sagesse de son Sénat. Les Gaulois ne manquaient ni d'intelligence ni de ruse, mais trop libres pour marcher docilement sous un maître et trop barbares pour se gouverner eux-mêmes, emportés par l'intérêt ou la passion du moment, ils ne savaient pas agir longtemps ni de concert ni dans le même dessein. La prévoyance et l'esprit de suite étaient au contraire les vertus familières du Sénat romain. Dès qu'il eut pénétré dans la Gaule cisalpine, il travailla à s'y assurer une influence permanente, soit en semant la division parmi les peuplades gauloises qui l'habitaient, soit en y fondant des colonies romaines. L'an 283 avant Jésus-Christ, plusieurs familles romaines arrivèrent, enseignes déployées et sous la conduite de 3 triumvirs ou commissaires sur un territoire du nord-est au bord de l'Adriatique. Les triumvirs firent creuser une fosse ronde et y déposèrent des fruits et une poignée de terre apportée du sol romain.
Puis, attelant à une charrue dont le soc était de cuivre, un taureau blanc et une génisse blanche, ils marquèrent par un sillon une grande enceinte. Les autres suivaient, rejetant dans l'intérieur de la ligne les mottes soulevées par la charrue. L'enceinte terminée, le taureau et la génisse furent sacrifiés en pompe. C'était une colonie romaine qui se fondait à Séna, sur l'emplacement même du principal bourg des Gaulois sénons, vaincus et expulsés. 15 ans après, une autre colonie fut fondée à Ariminum, Rimini, sur la frontière des Gaulois Boii. 50 ans plus tard encore, 2 autres sur les 2 rives du Pô, Crémone et Placentia, Plaisance. Roma avait là, au milieu de ses ennemis, des garnisons, des dépôts d'armes et de vivres, des moyens de surveillance et de correspondance. De là partaient tantôt les troupes, tantôt les intrigues qui allaient porter parmi les Gaulois la crainte ou la désunion. Vers la fin du IIIe siècle avant notre ère, soit par la guerre, soit par la politique, le triomphe de Rome dans la Gaule cisalpine semblait près de s'accomplir quand la nouvelle arriva que le plus redoutable ennemi des Romains, Hannibal, méditant de passer d'Afrique en Italie par l'Espagne et la Gaule, travaillait déjà par ses émissaires à s'assurer pour son entreprise le concours des Gaulois transalpins et cisalpins. Le Sénat ordonna aux envoyés qu'il avait en ce moment à Carthage de traverser la Gaule en revenant et d'y chercher des alliés contre Hannibal. Les envoyés s'arrêtèrent chez les peuplades gallo-ibériennes qui habitaient au pied des Pyrénées orientales. Là, au milieu des guerriers assemblés en armes, ils les engagèrent au nom du peuple romain, grand et puissant, à ne pas souffrir que les Carthaginois passassent sur leur territoire. Un rire tumultueux s'éleva, tant la demande parut étrange. « Vous voulez que nous attirions sur nous la guerre pour la détourner de l'Italie et que nous livrions nos champs au pillage pour sauver les vôtres? Nous n'avons aucun sujet de nous plaindre des Carthaginois, ni de nous louer des Romains, ni de prendre les armes pour les Romains et contre les Carthaginois. Nous entendons dire au contraire que le peuple romain chasse de leurs terres en Italie des hommes de notre nation, leur impose des tributs et leur fait subir d'autres outrages. » Les envoyés de Rome quittèrent la Gaule sans alliés. Hannibal, de son côté, n'y trouva pas toute la faveur et tout l'empressement qu'il s'était promis. Entre les Pyrénées et les Alpes, plusieurs peuplades s'unirent à lui. Plusieurs autres se montrèrent froides ou même hostiles. Dans le passage des Alpes, les tribus montagnardes le harcelèrent incessamment. Enfin, dans la Gaule cisalpine même, la division et l'hésitation furent grandes. Rome avait su inspirer confiance à ses partisans et crainte à ses ennemis. Hannibal fut souvent obligé de recourir à la force contre les Gaulois même, dont il recherchait l'alliance, et de dévaster leurs terres pour les pousser aux armes. Même l'alliance conclue, et jusque dans le camp carthaginois, les Gaulois tantôt hésitaient encore, tantôt se soulevaient contre Hannibal, l'accusaient du ravage de leur pays et refusaient de lui obéir. Cependant, les joies de la victoire et du pillage rendirent enfin à la haine naturelle des Gaulois cisalpins contre Rome son libre cours. Après les journées du Tésin et de la Trébie, Hannibal n'eut point de soldats plus ardents ni plus dévoués. Il perdit à la bataille du lac de Trasimène 1500 hommes, presque tous Gaulois. À celle de Cannes, il en avait 30 000, les 2 tiers de son armée, et au moment de l'action, ils jetèrent bas leurs tuniques et leurs sées à carreaux de diverses couleurs, un petit manteau semblable aux plaies des Gaëls ou montagnards écossais, et combattirent nus de la ceinture en haut, selon leur usage, quand ils voulaient absolument vaincre ou mourir. Sur 5500 hommes que coûta à Hannibal la victoire de Cannes, 4000 étaient Gaulois. L'ébranlement était général dans la Gaule cisalpine, la passion à son comble, des bandes nouvelles accouraient sans cesse, recrutaient l'armée du Carthaginois qui, à force de patience et de génie, mit Rome à 2 doigts de sa perte avec l'appui presque des seuls barbares qu'il était venu chercher à ses portes et qu'au premier moment il avait trouvé si intimidé, si incertain. Quand le jour des revers arriva, quand Rome eut recouvré son ascendant, les Gaulois furent fidèles à Hannibal, et lorsqu'enfin il fut contraint de repasser en Afrique, soit désespoir, soit attachement, les bandes gauloises l'y suivirent. L'an 200 avant Jésus-Christ, à la célèbre bataille de Zama, qui prononça définitivement entre Carthage et Rome
elles formaient encore le tiers de l'armée carthaginoise, et elles s'y montrèrent, dit Tite-Live, enflammées de cette haine native contre les Romains qui est propre à leur race. Ce fut là, mes enfants, la troisième période de la lutte des Gaulois contre les Romains en Italie. Rome, bien instruite par cette guerre terrible du danger dont la menaçaient toujours les Gaulois cisalpins, prit la résolution non plus de les contenir, mais de les soumettre et de conquérir leur territoire. Elle employa 30 ans, de l'an 200 à l'an 170 avant Jésus-Christ, à l'exécution de ce dessein, procédant par la guerre, par la fondation de colonies romaines, par les dissensions semées entre les peuplades gauloises. En vain, les deux principales, les Boii et les Insubres, essayèrent de soulever et de rallier toutes les autres. Quelques-unes hésitèrent, d'autres refusèrent absolument et restèrent neutres. La résistance fut acharnée. Les Gaulois, chassés de leurs champs, de leurs villes, s'établissaient comme leurs ancêtres dans les forêts et n'en sortaient que pour se précipiter avec fureur sur les Romains. Et alors, si l'action était indécise, si quelques légions chancelaient, les centurions romains jetaient leurs enseignes au milieu des ennemis et les légionnaires s'élançaient à tout risque pour aller les reprendre. Dans les villes enlevées aux Gaulois, à Parme, à Bologne, des colonies romaines venaient à l'instant s'établir. De jour en jour, Rome avançait. Enfin, l'an 190 avant Jésus-Christ, les débris des 112 tribus qui avaient formé la nation des Boii ne pouvaient plus résister et, ne voulant pas se soumettre, se levèrent en masse et sortirent d'Italie. Le Sénat, avec sa sagesse accoutumée, multiplia sur le territoire conquis les colonies romaines, traita modérément les tribus soumises et donna à la Gaule cisalpine le nom de province gauloise cisalpine ou citérieure, qu'elle échangea plus tard contre celui de Gallia Togata ou Gaule romaine, puis déclarant que la nature elle-même avait placé les Alpes entre la Gaule et l'Italie, comme une barrière insurmontable, le Sénat prononça « Malheur à quiconque tenterait de la franchir ».